est-ce que le monde entier est en train de se faire arnaquer par un seul homme? On parle bien de la première puissance mondiale qui est, en tout cas, qui semble jouer avec nous. Le président américain a suspendu pour 3 mois sa politique de droits de douane, sauf pour la Chine. Ça, on y reviendra un peu plus tard. La situation engendre une foule de questions. Qu'a-t-il voulu faire? Enrichir les siens ou isoler la Chine? Ou bien alors a-t-il été contraint de plier face au marché? On va décliner ces 3 options. On va commencer par la première. Est-ce qu'il y a eu manipulation des places boursières? En tout cas, tout est parti d'un message qui a jeté le trouble, un message de Donald Trump en personne. L'analyse, le récit de Nancy Rice. Un message parti trop vite ou envoyé juste à temps pour prévenir les marchés. En tout cas, c'est le moment idéal pour acheter de Donald Trump, posté hier à 9h33, questionne, puisqu'il intervient quelques heures avant l'annonce d'une suspension de 90 jours des tarifs douaniers. Résultat, une hausse spectaculaire des marchés boursiers, 10% à Wall Street, et des gains significatifs. Apple prend 16%, Tesla 22%. Alors oui, l'opposition démocrate a bondi. La première a dégainé, Elizabeth Warren. S'agissait-il d'une manipulation du marché? S'agissait-il de corruption à la vue de tous? Nous avons besoin d'une enquête indépendante sur les manipulations de marché parce que les Américains doivent savoir si le président Trump ou quiconque de son administration a manipulé le marché au profit de leurs donateurs alors qu'ils travaillent pour les Américains. Délit d'initié, le message est signé DJT, symbole boursier de la holding de Donald Trump. Pour les démocrates qui demandent des explications aux républicains, il n'y a pas de doute, une enquête a donc été demandée. Au Congrès, nous devons faire plus qu'exiger des réponses. Nous devons exercer la surveillance nécessaire pour obtenir ces réponses. Si Donald Trump est reconnu coupable ou si ses proches en ont profité financièrement, il risque, selon la gravité des faits, jusqu'à 20 ans de prison et une amende de plusieurs millions de dollars. Voilà, l'analyse maintenant avec nos invités. Michel Derzanski, bonjour. Bonjour. Enseignant à l'ESG Lille, auteur de Comprendre les fractures du monde contemporain aux éditions Hatier. Magali Barthès, notre éditorialiste international, bonjour. Et Thomas Gébin, bonjour. Bonjour. Responsable du programme macroéconomie et finance internationale au Centre d'études prospectives et d'information internationale. Première question pour vous, est-ce qu'il y a délit d'initié dans cette séquence selon vous? Bon, le délit d'initié, c'est une qualification pénale, donc je ne vais pas me prononcer sur ça. Alors après, c'est vrai qu'il y a des éléments troublants, mais quand on dit initié, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui étaient au courant et qui ont pu en profiter pour faire des mouvements sur les marchés. Là, de savoir si des membres de son administration ou des proches ont pu en profiter. Là, en l'occurrence, le tweet est public, donc c'est bon. Je ne sais pas si ça rentre dans une qualification de délit d'initié. Après, c'est vrai que le comportement de Donald Trump est troublant, et donc. Mais est-ce qu'il y a pu avoir manipulation des marchés? C'est-à-dire qu'il décide ses droits de douane, il sait que ça va plonger. Comme ça, bon, ses amis milliardaires ou quelques-uns de ses proches peuvent acheter à tout va. Et puis après, ça remonte et c'est là où des milliards de dollars de bénéfices se dégagent. Ça, je sais pas. Je suis pas dans la tête de Donald Trump. Je suis pas dans la tête de ses conseillers. La seule chose, ce qu'on peut observer, c'est que il y avait une pression forte des marchés financiers pendant les derniers jours. Donald Trump a lui-même parlé des tensions sur le marché obligataire, c'est-à-dire que ça va revenir. C'est notre deuxième hypothèse. Donc, et il y avait aussi un clivage parmi ses conseillers, entre Elon Musk et Navarro, un de ses principaux conseillers économiques. Tout ça, c'était sur la place publique, et donc il y avait une pression qui était de plus en plus forte pour Donald Trump pour agir. Et donc je pense plutôt à un scénario un peu catastrophe où en fait il se sent acculé et obligé d'agir. Mais je crois que ça fait partie de vos autres scénarios. Ouais, mais c'était pas plus tenable selon vous. En tout cas, lui considérait que c'était plus tenable. Ouais. Effectivement, il y a un autre élément troublant. C'est une séquence qui s'est passée dans le bureau ovale, donc juste après ces annonces. Regardez. Voici Charles Schwab. Ce n'est pas seulement une entreprise, c'est en fait un individu. Et il a gagné 2,5 milliards de dollars aujourd'hui. Et lui, là-bas, il en gagne 900 millions. Voilà, bon, là aussi, c'est affiché, c'est revendiqué. Mais je le disais, c'est pour le moins troublant. Ouais, c'est plus que troublant. Enfin, c'est un mélange des genres qui est absolument inédit. C'est-à-dire de voir Donald Trump dans le bureau ovale
féliciter les milliardaires qui ont pu, en effet, avec ces cours qui dévissent puis remontent, empocher un joli pactole. Oui, ça pose un véritable problème et c'est pour ça que les démocrates sont absolument vent debout à la commission. On a entendu ça dans le sujet de Nancy Rice, à la commission des services financiers de la Chambre des représentants, où là, vraiment, ils ont vraiment tapé du poing sur la table en disant qu'est-ce qui s'est passé. Alors, moi, j'achète assez peu l'idée d'un grand plan depuis le début pour favoriser ses amis milliardaires. Non, mais ce qui est certain, c'est que il a essayé de renverser la table, d'augmenter les droits de douane. Il a vu la réaction des marchés. On parlera en effet du marché obligataire. Et qu'à un moment, en effet, il comprend qu'il va y avoir un véritable problème. Donc, est-ce que au moment où il écrit ce tweet, c'est le moment idéal pour acheter? Est-ce qu'il a déjà anticipé dans sa tête qu'il allait suspendre les droits de douane? Et à ce moment-là, ça pose quand même un vrai problème. Est-ce que, comme le dit la Maison-Blanche, pour essayer de répondre, non, c'est juste un Donald Trump qui, comme d'habitude, écrit ce qu'il pense dans sa tête, et en fait, c'était une façon de rassurer les marchés? Bon, l'histoire le dira, mais ce qui est sûr, c'est que les démocrates vont pas lâcher comme ça, qu'ils vont demander une enquête pour comprendre qui a gagné quoi dans cette affaire. Oui, c'est ça. Et ne laisser aucune information sans réponse. Regardez ce que dit le chef adjoint de l'administration présidentielle. Effectivement, c'est la théorie vendue par l'administration Trump. Aujourd'hui, tout ça, c'était calculé. Vous venez d'assister au plus grand cours magistral de stratégie économique de l'histoire de la part d'un président américain. Et Scott Bessent, vous le savez, celui qui est attaché au Trésor, eh bien lui aussi dit que tout était prévu. Écoutez. Tout cela, encore une fois, a été guidé par la stratégie du président. Lui et moi avons eu une longue discussion dimanche, et c'était sa stratégie depuis le début. Et on pourrait même dire qu'il a poussé la Chine à la faute. Ils ont répondu, ils ont montré au monde qu'ils étaient les mauvais acteurs. Et la porte-parole de la Maison-Blanche a été jusqu'à dire « Vous, les journalistes, vous n'aviez rien compris à notre stratégie ». Alors, en regardant toute cette séquence avec Scott Bessent, il y a Magali Barthès qui dit « Mais c'est incroyable, on a l'impression d'être dans un film ». C'est parce que, en fait, Scott Bessent réécrit l'histoire. Parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a une lutte d'influence au sein des conseillers de Donald Trump, avec d'un côté Peter Navarro, qui est le conseiller aux affaires économiques, qui lui vraiment a plaidé pour cette hausse des droits de douane, pour un retour du protectionnisme américain, et Scott Bessent au Trésor, qui, à un moment, voit bien que les choses se passent très mal, qui ce week-end demande à pouvoir s'entretenir avec le président américain alors qu'il est en partance pour la Floride, et il lui dit ça ne va pas aller, le lundi va être catastrophique sur les marchés, il faut changer de stratégie. Donc en fait c'est une lutte de pouvoir, et c'est le camp on a envie de dire de ceux qui sont peut-être plus raisonnables qui l'a emporté. Et aujourd'hui, même les conseillers de Donald Trump, certains comme Stephen Miller, certains ont été complètement pris de court, donc essayent d'expliquer au public américain ce grand retournement en disant tout était écrit depuis le départ. Non, ce sont en fait les marchés qui ont finalement obligé Trump à reculer. Michel Derzhansky, ce monde est fou sous Donald Trump. Non, je pense que il est tout sauf fou, je pense qu'il est disruptif. Alors ce monde est fou, c'est-à-dire que ce à quoi on est en train d'assister, c'est assez spectaculaire. Vous savez, il y a un vieux film avec Jean Gabin qui s'appelle Le Président, dans lequel il est opposé à un Premier ministre qui est joué, je n'ai plus le nom en tête, mais voilà. Vous mettez un défi, c'est pas possible, c'est pas Marcel Desailly, c'est Jean Desailly. Non, alors c'est Blier peut-être. Voilà, par Bernard Blier. Et justement, dans cet épisode, à un moment donné, le président constate que son conseiller fait un délit d'initié alors qu'il avait anticipé une déflation de la monnaie. Exact. Je crois que là, ce qu'on entend, moi je ne suis pas dans je dirais, les secrets de la Maison-Blanche, mais ce qu'on peut comprendre, c'est que de deux choses l'une. Soit effectivement, ce scénario a été écrit depuis le départ, et ce tweet
qui est lancé veut dire qu'il était aussi programmé. Et donc, dans ces cas-là, à dessein, les démocrates ont raison de se saisir au Congrès pour savoir exactement ce qu'il en est et d'élucider ce qu'il en est. D'accord ? Soit ils réagissent et ils sont plus en proaction, mais ils sont en réaction par rapport au marché. Et dans ces cas-là, c'est une maladresse. Mais là, il n'y a qu'une enquête effectivement menée par le Congrès qui pourra arriver à dénouer ce qui est la vérité dans cette affaire-là. Cela dit, qu'il ait reculé parce qu'il a compris qu'à un moment donné, ça allait trop loin, ou qu'il ait écrit ce scénario, peu ou prou, aujourd'hui, on est quand même sur un défi complet, c'est-à-dire celui de voir une instabilité des marchés, celui d'une perte de confiance dans un acteur international, et pas des moindres, qui est le premier acteur international garant d'une monnaie qui fait référence, qui est le dollar, que sont les États-Unis. Et 3, rentrer dans un défi frontal avec la Chine aujourd'hui, où je dirais que l'agenda politique et stratégique de la Chine n'est pas du tout celui des États-Unis. On va y revenir sur la Chine à 15h30, effectivement. Et que donc la confrontation, il l'a actée soit par erreur, soit par volontarisme. Bon, en tout cas, effectivement, vous le pointez tous, quand même, il a été acculé, il y a un moment donné, il a dû faire machine arrière. Mais c'est Donald Trump lui-même qui l'a avoué finalement. On a senti qu'il avait peur. Écoutez. Je surveillais le marché des obligations, c'est un marché très compliqué. Mais si vous le regardez maintenant, il se porte très bien. Le marché des obligations se porte très bien en ce moment. Mais oui, j'ai vu hier soir que les gens étaient un peu nerveux. Voilà. Vous allez nous expliquer de quoi il parle, ce marché obligataire. En fait, ce sont les bons du Trésor. Et donc, ça permet, normalement, de faire en sorte que le dollar reste fort, que la dette soit supportable pour les Américains. Sauf que là, le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des bons des Trésors qui ont été vendus tout d'un coup massivement. Et ça allait à l'encontre des calculs qu'il avait fait à l'origine. Oui, il avait promis, Donald Trump avait promis lors de sa campagne que la dette américaine se financerait très facilement. Et là, qu'est-ce qu'on observe depuis dimanche ? C'est qu'il y a eu des ventes assez importantes de bons du Trésor. Donc, la conséquence, c'est que les taux ont augmenté. Ont augmenté. Donc ça va le coût du financement de la dette américaine a augmenté. Donc c'est ça qui pointe sur le fait qu'il y avait des inquiétudes sur le surenchérissement du financement de la dette américaine. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est intéressant et qui est un peu absent bizarrement du discours de Donald Trump, parce qu'il l'avait pointé précédemment. C'est que, à la limite, ça, c'est quelque chose que la Fed peut contrôler. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de la Banque Centrale Européenne, on avait connu il y a une dizaine d'années avec la crise des dettes souveraines et où il y avait eu une montée des taux, ce qu'on appelait les spreads au niveau européen. Et au bout d'un moment, Mario Draghi avait fait son fameux discours « Whatever it takes », je ferai tout pour sauver la zone euro. Et puis, quelques temps après, ça avait donné lieu au quantitative easing, c'est-à-dire des achats massifs d'obligations pour justement contrôler les taux. Donc la Fed, qui est mystérieusement très absente de toute cette séquence, aurait pu contrôler les taux. C'est-à-dire que malgré tout ces hausses de taux, la Fed aurait pu se substituer et elle ne l'a pas fait. Il a fait des appels répétés au patron de la Fed, qui n'a jamais cédé. C'est qu'il a compris que la Fed ne viendrait pas à son aide. En tout cas, c'est bizarre, je trouve, dans toute cette séquence, parce que le fait que le dollar, par exemple, se déprécie, il ne peut pas contrôler ça. Par contre, la puissance, l'administration américaine, Fed comprise, peuvent contrôler ces taux. C'est-à-dire, ils peuvent racheter. Une des hypothèses, c'est que le Japon, des investisseurs japonais, se soient mis à vendre plus que les Chinois a priori, ces obligations. Bon, la Fed aurait pu se substituer. Et pourquoi elle ne l'a pas fait ? Vous avez une théorie ou pas ? Je pense justement, c'est compliqué de comprendre exactement ce qui se passe. On a fait le parallèle avec Liz Truss, qui avait dû démissionner suite à son programme fiscal, qui avait été considéré comme non soutenable par les marchés. Et à l'époque aussi, on avait reproché à la Banque d'Angleterre en disant, en fait, vous avez lâché Liz Truss, parce que pareil, à l'époque, la Banque d'Angleterre avait pris la décision de ne pas soutenir les obligations. Et donc là, je suis presque étonné que Donald Trump, qui pointe si souvent la responsabilité du président de la Fed, Powell, et qui l'insulte quasiment depuis des années,
n'ait pas pointé là sa responsabilité en disant mais pourquoi la Fed, diable, n'intervient pas pour contrôler les taux, et ce qui fait que finalement... Ça interpelle parce qu'effectivement, au bout de quelques jours, Donald Trump a renoncé. Alors qu'il avait lancé des appels au patron de la Fed, effectivement, baisse les taux. Ouais. Ça n'a pas été le cas, donc il n'a pas résisté plus longtemps que ça. Mais non, parce qu'il n'a pas pu, parce qu'au moment où quand on a 36 000 milliards de dettes américaines et qu'on n'arrive plus à la refinancer sur les marchés, ça devenait insoutenable pour Donald Trump, ce départ. Donc ça veut dire que dans son plan initial, il était persuadé que la Fed le suivrait. C'est là où a été la faille, c'est que la Fed n'a pas suivi. Peut-être, parce qu'en fait, en effet, Powell, qui a été invectivé par Donald Trump régulièrement en lui disant il faut baisser les taux. En effet, c'est silence radio en fait du côté de la Fed qui certainement a résisté à ces demandes parce qu'elle faisait le calcul que baisser les taux, c'était un trop gros risque inflationniste aussi. Donc il n'y avait pas tous les éléments en place. Mais le fait que Donald Trump aujourd'hui ne s'en prenne pas directement à Powell, c'est peut-être parce qu'il est obligé de soutenir que finalement tout ça a été prévu depuis le départ. Donc s'il y avait un acteur comme ça qui n'a pas résisté à ces pressions, c'est aussi une façon de reconnaître qu'il s'est trompé sur certaines données. C'est peut-être aussi ce qui explique qu'aujourd'hui ils ne s'en prennent pas davantage à la Fed. Ouais. Alors il y a un pays sur lequel il ne relâche pas la pression, c'est la Chine. Parce que les droits de douane ont baissé pour tout le monde, sauf donc pour la Chine. Est-ce que la volonté, c'était d'isoler effectivement l'empire du milieu ?